Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture sur 5 livres que j'ai lus récemment et que j'ai envie de présenter. Voilà, je me prends pas tellement la tête, vous aurez peut-être remarqué, mais ça fait un moment que je suis pas venue sur YouTube et j'avais juste envie de parler, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 romans, dont 3 que je n'ai pas en ma possession, et en fait c'est un petit peu ça mon petit truc, c'est que je sais que les romans que je n'ai plus, ils vont vite passer à la trappe si je n'en parle pas maintenant. Donc je me suis dit, let's go, on va parler de ces 5 romans que je n'ai plus, tout simplement parce qu'ils faisaient partie du club lecture. Et puis je vais vous présenter 2 romans que j'ai adorés, qui sont à moi, mais dont j'avais très envie de parler. Donc on est parti. Je vais commencer par les romans que j'ai plus. Donc on est parti. Le premier roman dont on va parler, je vais vous mettre la petite icône par ici, ce sera Possession de Mocha. Donc c'est un roman très court d'horreur jeunesse, qui m'a beaucoup plu. Je lui ai mis, je vais vous dire ça, je me souviens plus combien du tout. Je lui ai mis un 5 sur 5, pour moi c'était un carton gagnant, je me disais que c'était soit un 4 soit un 5. J'ai passé un super moment de lecture, je trouve que c'est de l'horreur qui est vraiment parfaite pour la jeunesse. Je pense que je classerais le roman entre jeune, c'est-à-dire 8-12, et ado, 13 ans à peu près. Parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui pour les 8-12 sont assez trash, assez compliquées. Pour moi c'est un bon moyen de commencer dans l'horreur si on a envie de s'y plonger. Mais c'est quand même un roman qui va porter des messages compliqués, qui va également mettre en scène des choses... je disais mettre en scène des choses plutôt terrifiantes en fait, que moi... Voilà, j'étais un petit peu mal à l'aise moi-même alors que j'ai vu beaucoup de films d'horreur, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre-là parce que c'est un de mes genres préférés. Et là, il y a quand même des trucs où je me suis dit j'aime pas du tout ce qui se passe, ça me met vraiment pas bien. Donc si même moi ça m'a touchée, j'imagine que des plus jeunes ça peut avoir un impact encore plus grand. C'est pour ça que je le conseille pour plus âgés, je pense, que les 8-12, même si le roman est classé là, je crois, normalement. Moi, je le mettrais un petit peu plus haut quand même. Genre pré-ado, début d'ado, ce serait mieux. Pour vous raconter vite fait l'histoire, que je ne spoil pas tout, on est sur une histoire de maison dans laquelle il y a une famille qui vit et un jeune homme qui revient d'hôpital psychiatrique, tout simplement parce que il a eu un énorme choc psychologique lorsqu'il a vu sa sœur se S-word devant lui, donc se jeter du toit. Donc voilà, c'est ce que je disais, on est sur des sujets vraiment pas faciles. Lui est persuadé que c'est pas du tout ce qui s'est passé et qu'il y a quelque chose, quelqu'un, on sait pas, mais qui l'a poussé à faire ça, mais que ça venait pas d'elle. Et il va rencontrer une petite fille donc dans son école, parce qu'il est assez jeune, je crois qu'il a 9 ans, enfin c'est vraiment horrible de vivre ce genre de choses-là aussi jeune. Il va rencontrer une petite fille qui elle veut devenir journaliste, puis psychologue, enfin elle change de métier toutes les 30 secondes. Et cette petite fille va tout simplement le mener à réfléchir sur ce qui s'est passé parce que ça semble pas très logique. Et dans la famille de cette petite fille, il y a une journaliste qui va finalement s'intéresser au cas de ce jeune homme et au cas de cette famille qui est dans une maison quand même assez étrange. Je ne vous en raconte pas trop, mais on part très vite dans l'horrifique paranormal. J'ai beaucoup aimé l'esthétique très reprise d'esthétique anglaise gothique, d'horreur gothique, un petit peu à la Haunting of Hill House, tout ce qui était tout simplement l'esthétique de l'horreur dans les années 1800. C'est une esthétique que j'adore parce que c'est toujours, on est toujours particulièrement ancré dans la psychologie des personnages, dans la tête des personnages, et je trouve que ça fonctionne très bien avec l'horreur parce que finalement tout passe par l'imaginaire. Mais est-ce que l'imaginaire est plus réel que ce qu'on croit ? Ça fonctionne très bien, c'est une belle réadaptation, je trouve, de cette horreur-là. Je vais pas en dire plus, parce que je pense qu'il faut le découvrir. C'est un super bon roman, je vous le recommande vraiment très fort si vous avez envie d'une petite vibe spooky, de vous mettre un peu mal à l'aise peut-être pour Halloween ou
d'autres périodes de l'année où vous avez envie de regarder des choses horrifiques, ou peut-être tout simplement vous lancer et découvrir ce genre-là qui n'est pas forcément abordable à tous et facile d'accès. Là je trouve que c'est en jeunesse donc ça reste assez bien écrit mais c'est pas compliqué. On n'est pas dans des choses non plus trop trash, même si je pense qu'il y a des choses un petit peu psy qui peuvent être compliquées, notamment cette première scène, ce début de roman. Donc oui, il y a des choses pas faciles, mais je trouve que c'est un très chouette roman, donc je vous le conseille vraiment très très fort. Un second roman que j'ai lu pour le club lecture et dont j'avais très envie de vous parler parce que je ne l'ai pas aimé, moi, vraiment moi tout complète quoi, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc que j'aime pas, faut que j'en parle. Là ça commence à faire un petit bout, c'est-à-dire que ça fait quelques semaines que je l'ai lu, ça fait quelques semaines que je me suis plaint, donc je vais être peut-être moins hardcore. Je vais vous parler d'un roman que tout le monde a aimé, quasiment. Enfin, il y a quand même eu des gens qui n'ont pas aimé, mais qui est un gros banger, Inheritance Game, de, je sais plus son nom, Jennifer Lynn Barnes, publié chez PKJ. Voilà, ça va pas être un avis positif. Alors déjà, il faut savoir une chose que moi je ne savais pas en commençant ce roman, c'est que c'est une trilogie. Et moi je l'ai lu vraiment en mode, je lis un one-shot, de mystère, un petit peu à la Agatha Christie, pas du tout, ok. C'est un roman à mystère, c'est un roman à énigme, mais c'est un roman qui va avoir une suite, donc rien n'est réellement fixé à la fin de ce premier tome. Et moi ça m'a vachement saoulée parce que j'ai trimé ok pour arriver jusqu'au bout de ce livre parce que je passais pas un bon moment et au final j'ai même pas de réponse à mes questions et il faudrait que je lise deux autres livres. C'est mal me connaître. Petit résumé de Inheritance Game si vous ne l'avez toujours pas vu passer. C'est l'histoire d'une jeune fille au lycée qui a une vie assez pauvre, qui vit avec sa sœur. Sa mère est morte, son père elle ne l'a jamais connu, qu'elle vit avec sa demi-sœur et son petit copain violent, donc le copain de sa sœur qui est violent. Et ils vivent dans une espèce de boui-boui, elle est obligée de travailler en même temps, enfin vraiment une vie compliquée à mener. Et un jour, quelqu'un va venir à son lycée pour l'emmener et en fait elle va recevoir l'héritage d'une des plus riches fortunes du monde, je crois que c'est la 9e fortune du monde. Et donc elle va recevoir toute la maison de ce monsieur, mais aussi toute sa fortune en fait quasiment. Il a laissé très peu par rapport à toute sa fortune, donc très peu, c'est-à-dire beaucoup, mais il a laissé quand même peu de son héritage à ses enfants qui sont d'une assez grande lignée. Et elle va se retrouver donc dans ce truc-là, à se dire mais pourquoi ? Parce qu'en fait elle n'a aucun lien de parenté ni aucun lien de connaissance avec cet homme-là. Et donc elle se retrouve à hériter d'une maison qui est un manoir et de beaucoup d'argent. Sauf que pour avoir cet argent-là, le deal c'est de rester pendant 1 an à vivre dans la maison avec la famille. Donc la famille qui se compose de plusieurs filles, je ne sais plus exactement combien, et 4 petits-fils qui vont être très importants dans le récit parce que c'est un petit peu la clé de tout et surtout ceux qui vont un petit peu aider le personnage principal à s'adapter et à rentrer dans cette maison qui est hyper mystérieuse, il y a plein de cachettes secrètes et tout. Donc voilà, partie sur ce résumé-là, j'étais assez heureuse parce que je me suis dit mais ça va être un roman hyper intriguant, il va y avoir plein de trucs assez originaux. Finalement, je l'ai pas trouvé si original que ça. C'est effectivement un roman qui s'inspire d'Agatha Christie, enfin c'est clair et net. On a aussi une grosse inspiration de Daphné du Maurier qui est assez mis dans ta tête, c'est-à-dire que moi ça m'a beaucoup fait penser à Rebecca, son espèce d'arrivée dans le manoir, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec un petit peu des mystères autour des morts, du passé de cette maison, enfin... Et tout simplement, à un moment donné du livre, il y a quelqu'un qui s'appelle Rebecca. Donc là, je me suis dit, bon, quand même assez clair, il y a des inspirations classiques, très très cool, moi j'adore. Donc, ça devrait bien se passer. Sauf que je trouve que l'énigme est vraiment pas très bien avancée. Généralement, quand on lit un Agatha Christie, ce qui est super, c'est qu'on se sent vraiment investi et qu'on peut faire l'énigme en même temps qu'Hercule Poirot ou que Miss Marple. Sauf que là, c'est pas le cas du tout. Je trouve que les énigmes sont hyper complexes ou alors peut-être mal expliquées dans le livre. En tout cas, il y a vraiment un problème avec les énigmes, c'est-à-dire que moi, je suis pas capable de suivre l'énigme au point de me dire « Oh, je vais pouvoir essayer de deviner ». Non, parce que clairement, ce que le personnage principal essaye de comprendre et de deviner, il y a qu'elle qui peut le faire, nous on n'a pas les clés. Donc c'est un petit peu, je trouve, handicapant à la lecture et un petit peu dommage, parce que généralement,
c'est ça qui plaît dans un roman à énigme. Le fait évidemment qu'il y ait 3 tomes, ça saoule parce que forcément quand on lit un roman à énigme et qu'on se pose des questions, on a très envie de savoir, et là on a un petit peu 2 autres tomes qui sont annoncés, en sachant que la fin du tome 1 pour moi est vraiment pas finie. C'est-à-dire que soit j'ai raison et c'est full fake et c'est absolument pas la fin qu'on nous annonce qui est réelle, et donc il va falloir lire la suite pour mieux comprendre, soit c'est ça la fin et à ce moment-là je suis désolée mais non. La fin n'a aucun intérêt, elle est pas intéressante, il n'y a pas vraiment de rebondissement de fou, mais c'est un roman énigme, enfin normalement la fin est censée nous faire quoi? Alors que là j'ai juste fait on s'en bat les... Et c'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment... En fait, le mot qui ressort de ce roman, pour moi, c'est dommage. C'est plein d'actes manqués, c'est plein de choses qui auraient pu être sympas, mais qui ne le sont pas vraiment. J'ai trouvé le roman assez mal écrit. Comme je vous ai dit, on a du mal à suivre l'intrigue. J'ai trouvé les personnages très inexpressifs et inintéressants. Je trouve qu'on s'attache pas du tout à eux. Et surtout, elle... Bon, alors ça, c'est assez... reconnue par rapport à ce roman. Elle est insupportable, et a priori je suis pas la seule à le penser, mais elle est vraiment très énervante. C'est un petit peu une mademoiselle je sais tout, qui a l'impression de vraiment tout comprendre et de tout savoir tout le temps. C'est très fatigant à lire, je n'aime pas du tout ce genre de personnage. Et par contre, elle est amoureuse de chaque petit-fils, vraiment chacun leur tour. J'exagère un peu, mais moi ça m'a fait cet effet-là, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un truc qu'elle ne connaît pas, qui peut être très dangereux parce qu'elle connaît pas ces gens-là, tu vois. Et en fait, ses premières remarques, c'est vraiment ses premières remarques quand elle voit ces garçons, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux, si bien que moi j'ai cru à un moment donné que ça allait partir en science-fiction, en mode non, mais en fait, depuis le début, c'est des droïdes, c'est pour ça qu'ils sont aussi parfaits. Enfin, j'étais vraiment partie dans un truc en me disant, c'est pas possible d'autant revenir sur la beauté extérieure des personnages si c'est pour rien. A priori, c'est pour rien. Donc. Bref, moi c'est un truc qui m'agace parce que je trouve que finalement ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de propriété, enfin en fait on s'en fiche, ça compte pas dans le roman, et donc du coup c'est passer du temps pour rien sur rien, et c'est vraiment dommage. Surtout que les romances, il y en a pas, donc c'est même pas une romance, enfin j'ai pas compris. Donc voilà, pour ce roman-là, je crois que je lui ai mis 2 sur 5, quelque chose comme ça, parce que en vrai c'est assez page-turner, je l'ai lu, vous voyez, j'ai pas abandonné le truc. Mais franchement, c'est pas très bien exploité, c'est plein d'actes manqués, c'est vraiment dommage. Le 3e roman de mon club lecture que j'ai lu et dont j'ai envie de vous parler, c'est un très chouette roman. Je suis vraiment ravie de vous le présenter parce que là, pour le coup, c'est une grande réussite. Et on va parler de La Dragonne et le Drôle de Damien Galisson, donc un auteur français. C'est une fantaisie écrite en vers libre. Alors, c'est une fantaisie qui mélange la fantaisie classique, c'est-à-dire avec un petit peu la quête du héros, l'épopée, il y a un dragon, machin, mais aussi qui mélange un petit peu le steampunk parce qu'on est dans un monde où on vit sous des aéronefs et sous des planètes, enfin pas des planètes du coup, mais des espèces de morceaux de terre un petit peu morcelés dans le ciel, et on est obligé de passer entre tout ça par des espèces de ponts, parfois par des avions et des aéronefs, et donc j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était un mélange qui a fort bien fonctionné en tout cas pour ce roman-là. C'est écrit en vers libre, j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que j'en lisais un je crois. Je trouvais ça hyper intéressant et bien fait. J'ai pas beaucoup de choses à en dire, je vais vous raconter un petit peu le résumé, en tout cas ce que j'en ai retenu. Donc c'est un garçon qu'on va surnommer le Drôle, qui vit avec une bande de bandits après que la guerre ait sévi sur leur terre, mais également après avoir été un peu arraché à sa mère pour qu'elle puisse se nourrir et manger. Avec son frère, ils sont donc avec une bande de bandits. Ce jeune homme avant il aimait chanter, il aimait la vie, il aimait la nature. Il aime toujours ça, sauf qu'il a fini par se taire parce qu'il se rend compte que c'est pas comme ça qu'il va pouvoir vivre sa vie dans ce monde assez violent et constamment en guerre. Sauf qu'un jour, évidemment, il va se passer quelque chose, sinon il n'y aurait pas de roman. Il va tout simplement se perdre et découvrir un dragon. Et là, what the fuck, il va devenir l'intrigue principale, c'est-à-dire qu'il va devenir vraiment la personne vers laquelle tout le monde revient parce qu'il a des informations, il peut accéder à un dragon, ce qui n'a pas été fait depuis des années,
il faut absolument que tu nous en parles, Coco. Donc c'est vraiment un récit d'apprentissage, c'est un roman de quête assez classique, mais le style vers libre et le fait que, évidemment, il y a un rapport musical assez évident dans l'écriture, ça m'a donné l'impression de lire un espèce de chant médiéval, vous savez, à l'époque les troubadours racontaient les grandes histoires avec des chants, et moi j'ai vraiment eu l'impression de lire ça, et c'était super agréable, tout ça en étant hyper moderne quand même, parce que c'est pas de la littérature du Moyen-Âge, on est sur la littérature moderne d'aujourd'hui, et jeunesse, et j'ai trouvé vraiment c'était très réussi. Il y a de très beaux messages sur la paix, la famille, enfin ça passe hyper bien. Et également des personnages auxquels on s'attache avec beaucoup d'émotions. J'ai trouvé que finalement j'étais vraiment prise avec les personnages et je me suis retrouvée à être vraiment parfois apeurée, parfois triste pour eux, parfois heureuse des retrouvailles, des moments de belles émotions. C'était vraiment hyper intéressant, le point de vue d'un petit garçon dans un monde en guerre. Comment est-ce qu'on s'en sort quand on ne veut pas encore grandir trop vite. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de beaux messages, de belles pensées. Malgré tout, je ne saurais pas vraiment à qui recommander ce roman parce que pour moi c'est un petit ovni et ça fait du bien d'en lire. Mais j'ai du mal à m'imaginer des jeunes lire ça. Mais peut-être que je les sous-estime complet et que j'ai tort. Mais en tout cas, voilà, je pense que pour des adultes, c'est aussi bien que pour des jeunes, voire peut-être mieux parce qu'on a une sensibilité peut-être à l'écriture plus prononcée, peut-être à l'histoire littéraire qui va faire qu'on a plus de références. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est un roman qui était abordable pour tout le monde et surtout qui pouvait plaire à tout le monde. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'était vraiment un très très chouette roman que je conseille à tous ceux qui aiment la poésie mais aussi l'aventure et la fantaisie parce que tout ça se rejoint en un petit roman, un petit ovni qui mérite d'être découvert. Donc voilà, je vous le conseille vraiment grandement, c'était une super lecture. On va continuer ce petit update de mes lectures récentes avec 2 romans que j'ai adorés. Je vais commencer par un contemporain young adulte parce que c'est Marie Pavlenko et que j'ai envie d'en parler. On va parler d'un Si petit oiseau, donc de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. Il faut savoir que Marie Pavlenko, je vais la rencontrer à la fin de l'année, en juillet. Non, en juin, bientôt en fait. Donc j'ai grand hâte et j'essaye de lire tous les romans que j'ai d'elle. Donc j'ai lu Je suis ton soleil, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo que je vous mettrai dans le petit i. J'ai également lu 2 romans que j'ai ici. Un été avec Albert et Le désert disparaîtra, qu'il faut que je prête à ma pote, donc je vais le sortir. Et donc là, je me suis attaquée à Un si petit oiseau, et puis il m'en reste un qui s'appelle La fille sortilège, que je lirai certainement avant de la rencontrer. Et celui-ci, il avait une saveur extrêmement particulière pour moi, parce que l'autrice est montreuilloise, il faut savoir que c'est ma ville de cœur. Donc c'était vraiment une relation particulière parce que tous les lieux dont elle parlait, c'est des lieux que je connais et donc je me sentais trop reliée au personnage. Et ça aborde des sujets, encore une fois, des sujets compliqués, abordés avec fraîcheur et plein de douceur, vraiment, c'est Marie Pavlenko quoi. Il y a de l'humour, c'est très frais, c'est très cool, il y a toujours des personnages pour un petit peu nous ressortir de la pénombre quand ça devient trop sombre. Et ça c'est typiquement Marie Pavlenko et j'adore. Dans ce roman-ci, on va retrouver Abby qui malheureusement va vivre un événement tragique qui fait que aujourd'hui elle est manchotte. Abby, donc, qui est en pleine reconstruction, va rencontrer Aurel un petit peu au hasard, qui est son amoureux de primaire qu'elle n'a jamais revu depuis lors, et elle le rencontre en plein dans la rue alors qu'elle n'a revu personne depuis l'accident. C'est le récit de leurs émois, j'ai envie de dire, ça me paraît assez évident maintenant, mais c'est surtout le récit d'une construction amicale, d'une reconstruction personnelle. C'est vraiment une ode à la nature, à la vie,
qui est encore une fois tellement poétique, tellement douce, tellement parfaite. Aurel est passionnée d'ornithologie, elle va le faire découvrir à Abby et c'est par ce biais-là qu'ils vont devenir amis, qu'il va devenir un petit peu son pilier dans toute sa tête qui part complètement en vrille en même temps que sa vie. C'est trop beau, c'est hyper émouvant, c'est parfait, c'est Marie Pavlenko, je sais pas quoi vous dire de plus, qu'il faut absolument lire cette autrice parce que elle est juste merveilleuse. C'est bourré de bonnes intentions en fait, c'est sain, c'est plein de bonheur, c'est plein de vraie vie. Je pense qu'il n'a pas surpassé Je suis ton soleil, mais en tout cas que c'est une lecture coup de cœur immense encore une fois pour toute cette fraîcheur, toute cette positivité en barre que je me prends à chaque fois que j'en lis. C'est merveilleux et je vous le conseille vraiment 1000 fois. Voilà, si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie de croire en la vie et de croire en tout ce qui est possible, voilà, lisez du Marie Pavlenko, lisez Je suis ton soleil et Un si petit oiseau parce que pour moi c'est un petit peu les mêmes vibes. Voilà, je vous le conseille à 2000%. Enfin, pour terminer ce petit update lecture de mes lectures récentes, il faut que je vous parle à tout prix d'une lecture de fantasy que j'ai adorée. En ce moment, je suis dans l'envie de lire tous les Deux Saxus que j'ai, donc Deux Saxus, la merveilleuse maison d'édition de mon cœur. J'avais déjà lu Le Royaume assassiné, pareil, j'en ai déjà parlé en vidéo, je mettrai dans le i. Et j'en ai 6 à lire là, donc je m'étais dit, en fait j'aimerais bien en lire un par mois. Et donc le mois dernier, j'en ai lu un. Et j'ai lu Serpente and Dove de Shelby Mahurin, donc publié chez Deux Saxus en hardback parce que je suis une malade. J'ai déjà précommandé le tome 2, oui je l'ai fait, donc il sera Blood and Honey. J'aurais pu les lire en anglais mais bon j'avais déjà le tome 1 en français donc voilà, on va pas compliquer la vie. Serpente and Dove pour moi ça fait partie des romans de Saxus qui ont fait le plus de bruit et qui ont reçu le plus de succès en France avec Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc j'avais hâte, surtout que mes amis du club lecture Discord sur lequel je suis l'ont adoré. Donc je m'étais dit, ça va forcément être bien. Enfin, la dernière fois qu'ils m'ont recommandé un livre, c'était Le sang et la cendre, et je l'ai adoré. Donc ça va forcément être génial. Ça l'a été. Serpente and Dove, c'est un roman de fantasy avec des sorcières. De la romantasy, je pense qu'on peut le dire également. Un enemies to lover, on adore. J'ai évidemment mis 5 sur 5, un coup de cœur. Pour le pitch, on est avec Louise qui est partie de son clan de sorcières parce que elle risquait gros, on va dire ça comme ça. Donc elle a fui et un jour, elle vit un petit peu en tant que voleuse, elle se déguise un petit peu en tout et n'importe quoi pour vivre et survivre dans la ville de Césarine. Et un jour, elle va croiser un chasseur de sorcières, qui ne sait évidemment pas qu'elle en est une. Et ce bon vieux Reed, parce qu'il s'appelle comme ça, va tout simplement lui tomber dessus et il va se passer un événement un petit peu cocasse qui va faire qu'ils vont devoir se marier parce qu'il ne veut pas perdre son travail et elle veut une protection. Alors, allons-y. À partir de ce moment-là, Louise va vivre avec les chasseurs et vous imaginez bien, tout ne va pas se passer comme prévu et les dangers vont vite lui retomber dessus assez conséquemment. J'ai énormément apprécié le roman. Je trouve que la romance entre les deux personnages est tout simplement parfaite. Les personnages se correspondent bien alors qu'à la base j'aurais pas cru. Mais finalement, il y a une bonne ambiance entre les deux, des bonnes vibes qui coulent, donc on aime bien. J'ai trouvé que le roman en tant que tel, son histoire, son univers, son lore était vraiment bien développé. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai vraiment d'ailleurs hâte de lire la suite parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et on a des petits indices, des petits trucs disséminés et le deuxième tome va nous apporter des réponses, je sais déjà. Mais donc j'ai trouvé que le lore était bien développé. Les personnages sont tous hyper attachants. Je trouve que le roman est assez bien écrit parce que c'était pas page-turner, parce que ça m'a pas fait cet effet-là. Peut-être que ça l'est, juste moi non.
mais hyper prenant. J'étais contente d'y retourner, j'étais contente de reprendre les personnages là où je les avais laissés. Louise est une femme libérée, et ça c'est trop bien à voir, qui dit des gros mots, qui parle mal, qui s'en fout, qui aime la nature, qui trouve que la vie a plein de choses à apporter et qui vit sa vie à 2000% et à 100 à l'heure. Elle n'a pas de chichi, elle est juste elle-même, et ce qui n'est pas le cas de la société dans le roman, et surtout ce qui n'est pas le cas des chasseurs qui sont très prudes, qui n'osent rien, qui sont toujours à se garder de tout. Et elle arrive en mode je bouscule toutes les portes, j'en ai rien à faire. J'ai adoré, voilà, c'est tout, c'est une femme libérée et j'adore ça. Reed, au contraire, est un homme effectivement très prude, très discret, à la limite timide quoi, mais à la fois hyper respectueux, hyper gentil, et c'est ce qui a fait qu'en fait leur relation devient hyper saine parce qu'il l'oblige à rien, il est toujours là pour elle, il est juste adorable, et donc au final tout paraît tellement normal, tellement sain, tellement sincère entre deux, et j'ai adoré ça. Je trouve que la romance part pas du tout en vrille et que le enemies to lover finalement a beaucoup de sens. La romance, c'est comme une romance normale qui se passe entre juste deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout. Ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai grand hâte de lire la suite qui sort je crois en juillet, donc voilà, moi je recevrai le livre à sa sortie normalement. Je le conseille très très fort. De Saxius, c'est une deuxième réussite, parce que le Royaume assassiné je l'avais adoré, celui-là je l'adore et j'ai envie de lire toute la saga, donc voilà. Il m'en reste encore 4 là à lire, ça va, en fait je m'en sors bien. Donc voilà pour cette update lecture de mes livres lus récemment. J'avais juste envie de venir parler de mes dernières lectures comme ça, parce que parfois ça fait du bien de le faire et de pas trop réfléchir. J'espère que vous aurez trouvé un petit peu des livres qui vous donnent envie. J'espère que vous n'en voudrez pas trop pour ceux qui ont adoré Inheritance Game, et j'espère que vous aurez envie de lire tout plein de choses et que vous lisez actuellement plein de super romans. Toujours est-il que je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne matinée, soirée, journée. C'est un petit peu à vous de me dire. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu des trucs récemment qui vous ont beaucoup plu. Et à la prochaine, ciao!